Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Zoom sur que nous consacrons ce soir au démarrage de l'année scolaire 2018-2019 qui a débuté officiellement le 1er octobre dernier. Pour parler de ce sujet, nous avons sur notre plateau Monsieur Lemrabot Mohamedou, qui est le drain de Nouakchott, de la wilaya de Nouakchott Nord. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également M. Brahim Ahmed Salem Houdeika, qui est directeur adjoint de l'enseignement fondamental. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément de Malika Naqli. Quelques jours après la nouvelle rentrée scolaire, la présence des enfants dans les établissements scolaires varie d'une école à l'autre pour différentes raisons. Les raisons invoquées par la famille scolaire en ce qui concerne les conditions d'ouverture varient. Les représentants des parents d'élèves mettent en avant les défis entravant le déroulement d'une entrée scolaire normale au niveau du territoire. Ce représentant des parents d'élèves déclare que 25 jours avant la rentrée, nous étions, dit-il, sur place et nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de problèmes qui auraient dû être solutionnés auparavant. Dans certaines écoles, il y a des mares d'eau stagnantes. D'autres n'ont pas été équipées en table ou même complètement nettoyées. Au cours de ces premiers 5 jours de la rentrée, la présence n'est pas ce qu'elle devrait être et l'organisation aussi est quelque peu en reste. Pendant que les directeurs de certaines écoles publiques attendent le retour des enfants, avec le début de la deuxième semaine de cours, la plupart des écoles privées ont débuté à la date prévue. Dès le premier jour, dit-il, les cours ont commencé, bien que les inscriptions aient été effectuées. La présence est encore moyenne, seulement en ce qui concerne les classes, particulièrement celles de fin d'études, les cours ont véritablement démarré dès la première journée. Nous espérons, dit-il, qu'au plus tard, lundi prochain, tout cela sera au point. Néanmoins, l'on constate dans la plupart des établissements scolaires de la capitale que les enseignants ont réellement commencé à dispenser des cours aux élèves. Cet enseignant déclare avoir commencé dès le premier jour de la rentrée, le 1er octobre. La présence des élèves est normale, tout se déroule correctement. Dans les classes, la participation des élèves aux cours est indéniable, de leur joie d'être de retour sur les bancs d'école. C'est le cas de Khaled Mohamed Cheikh et de Nafissa Abdallah, qui apprennent les règles grammaticales de l'arabe. En plus des écoles publiques et privées, il y a les lycées d'excellence qui augurent d'un avenir radieux pour la jeunesse mauritanienne. Les avis sont partagés. Monsieur Lemrabot, est-ce que tout est fin prêt pour un démarrage effectif de l'année scolaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je crois que après avoir bien vu l'élément que vous avez de Malika Naqli, je crois que nous pouvons réagir dès à présent et dire que nous sommes bien au point pour une réelle année scolaire 2018-2019. Et d'ailleurs, on a été prêt depuis la mi-septembre, en toute sincérité, puisque les raisons évoquées par certains, ce sont des raisons, certes, qui ont été à l'heure où les pluies s'abattaient sur certaines parties du pays, mais il faut dire aussi que tout a été pris en considération et que les mares d'eau ont été enlevées simultanément et le sable a été aussi mis dans les lieux pour qu'une réelle ouverture des classes commence le 1er octobre. Il faut dire aussi que le corps d'encadrement et le corps enseignant étaient sur place à partir du 24 septembre pour réellement commencer les inscriptions et prévoir que le jour J, c'est-à-dire le 1er octobre, soit un jour d'apprentissage et non pas un jour d'inscription. Notre grande surprise est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 8 octobre, on est à peu près à 40% d'inscription. Et bien sûr,
les parents d'élèves et les élèves se sont abattus sur les établissements d'enseignement secondaire aujourd'hui pour dire qu'ils sont prêts à s'inscrire et ils sont prêts à commencer leur année scolaire. Mais ça, c'était tardif. Disons que le ministère de l'Éducation nationale était prêt, mais les parents d'élèves et élèves n'étaient pas au point pour commencer une réelle année scolaire. Et là, je les invite, à travers cette émission, pour qu'ils soient à la hauteur de la tâche, surtout les parents d'élèves, à la tâche qui leur est dévolue. Je les félicite pour cette nouvelle année scolaire. Je leur souhaite bonne chance, mais je leur ai dit qu'on est déjà en retard par rapport à une réelle année scolaire que le ministère de l'Éducation nationale prévoit pour une année de qualité. Or, une année de qualité qui commence avec une mauvaise utilisation du temps d'apprentissage est une année scolaire qui, normalement, manquera un élément majeur et principal. Je dirais aussi que c'est un élément sur lequel reposent pratiquement tous les acquis des élèves. On viendra, puisque dans le développement, j'évoquerai un certain nombre de variables qui dépendent réellement de ce temps d'apprentissage et qui sont déterminantes dans le cursus de l'élève. Surtout que vous savez que l'apprentissage est cumulatif. Et quand on parle de cumulatif, on parle d'un temps sur une période donnée. Et si on manque ou on rate une partie de cette période, ben certainement on va rater des apprentissages qui resteront en trou, ou si le ministère de l'Éducation nationale cherche à les combler, certainement ça va se répercuter aussi sur la qualité de l'apprentissage. Donc vous prenez un concept, ouvrir aujourd'hui et apprendre aujourd'hui. Voilà, puisque le jour J, le 1er octobre, ce n'est pas le jour d'inscription, c'est le jour d'études. Alors les inscriptions doivent débuter avant. D'ailleurs, la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants de Mauritanie a adressé une lettre aujourd'hui au ministre de l'Éducation nationale demandant que les inscriptions soient prolongées 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 21 octobre. Or, nous, si nous restons jusqu'au 21 octobre, ça veut dire qu'on a raté presque un mois d'études et on sera certainement contraint, puisqu'on a des contenus, nous avons des programmes, et ces programmes, ils sont adéquats avec un temps bien défini. Le ministère de l'Éducation nationale a bien répondu volontiers pour que les élèves mauritaniens puissent aussi accéder à l'école. Mais cette prolongation n'a été que jusqu'au 17 octobre. 17 inclus. Inch'Allah. Donc, ils doivent être sûrs et ça rassurer aussi que les portes de l'école sont ouvertes pour eux. Et elles sont ouvertes jusqu'au 17 octobre. Mais ça sera une date ultime. Le 17 octobre, à partir du 17 octobre, aucun élève ne sera admis dans les établissements d'enseignement public. Merci. Monsieur Brahim Ahmed Salmoudeika, êtes-vous satisfait? Est-ce que tout le besoin a été couvert? Et si vous pouvez réagir à ce que vient de dire Monsieur le Marabout Mohamed. Oui, je suis satisfait des préparatifs qui ont été entrepris pour la réussite de l'année scolaire. Les directions régionales, les inspections départementales, toute l'administration territoriale a été au bon moment à l'intérieur. Et les établissements ont ouvert leurs portes le 24 du mois passé pour assurer les inscriptions et les préparatifs de l'année scolaire. Mais, comme mon collègue l'a dit, maintenant la balle est toujours, depuis quelque temps, dans le camp des parents d'élèves.
les parents d'élèves ne terminent pas l'hivernage, surtout toutes les dernières années qu'on a connues. Ils ne rentrent qu'à la fin du mois d'octobre. On perd le plus souvent une grande partie du mois d'octobre qui devait être un mois d'enseignement, un mois, le temps imparti aux apprentissages. Et si on perd un mois, comme a dit le directeur de l'enseignement, on perd, comment on va le combler? Si on va accélérer, les professeurs, les enseignants vont dispenser l'enseignement avec moins de temps. Donc il ne sera pas bien, les élèves ne pourront pas le maîtriser puisqu'ils n'ont pas bénéficié du temps. Et la balle est dans le camp des parents. Les parents doivent rompre avec cette tradition. Ils doivent amener leurs enfants au bon moment à l'école. Ils se plaignent chaque année des niveaux, des passages, de n'importe quoi. Mais il est en partie dit à ce retard au début d'année. Au début d'année. Quand on a, à travers le monde, la plupart des pays font 10 mois. Nous, notre année scolaire est de 9 mois. Et on perd un mois. On a beaucoup de vacances. Beaucoup bon, il y a des intempéries, il y a des pluies, parfois il y a la chaleur en fin d'année. Donc, si on ajoute à cela chaque année, on ampute le mois d'octobre, on ajoute des problèmes aux problèmes déjà connus. Mais quand même, au niveau du ministère, il a acheminé tout ce qu'il faut à l'intérieur du pays. Toutes les directions régionales ont leur dotation ancrée en ardoisine, tout ce qu'il faut. Et tous les staffs sont sur place. Les enseignants, les nouveaux sortants, qu'ils soient professeurs ou listeurs, ont été affectés et acheminés sur place, ils sont sur place. Les enseignants, les directeurs régionaux nous répondent que les enseignants sont sur place, mais les élèves continuent jusqu'à présent, comme il vous a dit, un workshop d'habitude, le premier jour, avant, il y a de cela quelques années, le premier jour d'octobre était un jour d'études. Et jusqu'à présent, on est à 40% des effectifs, et ce n'est pas normal. Comme il vous a dit, le ministre a décidé de prolonger le délai des inscriptions, mais on profite de l'antenne pour demander aux parents d'élèves et aux élèves de rompre avec cette tradition, de venir à temps, s'inscrire et apprendre, commencer l'année scolaire. Et je ne saurais terminer sans leur souhaiter une bonne et heureuse année, pleine de succès et de réussite. Merci. Il a tantôt parlé de parents d'élèves. Mais certains parents d'élèves se plaignent du fait qu'ils ne sont pas associés à la gestion de l'école. Est-ce que cela n'a pas causé ce retard? Je crois qu'on ne doit pas se jeter la balle. Parce que dans le reportage, quand on entend le parent d'élève, c'est... On ne doit pas se jeter la balle, on est complémentaires. Bureau d'association des parents d'élèves, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau régional ou au niveau national, nous sommes tous complémentaires, chacun à son niveau. Le bureau de l'association des parents d'élèves, qui est un bureau local au niveau de l'école ou de l'établissement, ils sont bien associés avec les directeurs de l'école ou les directeurs de l'établissement. S'ils le veulent bien. Mais quand ils sont au second plan, ben, ils n'ont pas à chercher à être associés, puisqu'ils doivent être au premier plan. Ils sont là pour aider les directeurs de l'école et le staff enseignant à faire de l'école un centre d'émulsion dans lequel évoluent les enfants avec tout le nécessaire pour la vie scolaire. Que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions du contexte au niveau de l'école, ou que ce soit
au niveau de la vie socio-culturelle au niveau de l'école. Il y a certains bureaux qui sont bien dans leur action au niveau de l'école et que nous sollicitons ici que l'ensemble des bureaux des établissements d'enseignement, qu'ils soient publics, plutôt bien sûr publics ou privés, puisque nous parlons en général, en tant que ministère, on parle de tout, puisque le privé, il aide aussi de notre domaine. Ce n'est pas seulement le public. Et les bureaux d'associations de parents d'élèves, ils ne sont pas seulement au niveau du public, ils sont aussi au niveau du privé. Nous voulons bien qu'ils s'introduisent dans la vie scolaire et nous voulons bien qu'ils soient un vrai partenaire pour que nous puissions tous faire évoluer notre école, pour qu'elle soit une réelle école républicaine. S'il y a quelque chose à remarquer, c'est au niveau local qu'il faut le remarquer. C'est aussi au niveau de l'école qu'il faut le dire. Et à ce moment-là, si les gestionnaires de l'école ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est consignée, il faut le remarquer au niveau qui est supérieur pour que la décision soit prise. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je souhaiterais dire que les associations des parents d'élèves ou les bureaux des associations des parents d'élèves, ce sont des bureaux qui se sont instaurés dans les écoles et en général, ils ont comme mission l'aide à l'amélioration des conditions socio-culturelles au niveau de l'école. Nous voulons bien qu'ils soient de vrais coopérants. Et la coopération, elle doit s'instaurer entre enseignants, directeurs d'école et chefs d'établissement et parents d'élèves. La deuxième chose que je voudrais dire ici, et qui est une nouveauté pour cette année, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'ouvrir les portes de l'école le 24 septembre jusqu'au 5 octobre pour que les inscriptions se passent dans cette tranche de temps. Et les inscriptions se sont arrêtées le 5. Il faut que les parents et les bureaux des associations des parents d'élèves nous accompagnent dans cette nouveauté pour que nous puissions, les années à venir, ou l'année 2019, 2020 ou 2021, nous puissions réellement démarrer le premier jour ouvrable du mois d'octobre, puisque l'école ouvre ses portes chaque lundi. Chaque premier jour ouvrable du mois d'octobre. Si nous continuons à rester sans faire des inscriptions dans les délais qui sont précisés par le ministère de l'Éducation nationale, on va constamment rater une période donnée et cette période, elle va se cumuler. Si vous prenez un cycle normal pour un élève, du fondamental jusqu'au secondaire, il a à faire 13 années. Et ces 13 années, quand il perd chaque année un mois, c'est-à-dire qu'il aura à perdre 13 mois. Et quand il perd 13 mois, ça veut dire qu'il a perdu une année scolaire. Une année scolaire, quand vous la retranchez de ce qu'il devait apprendre pendant cette période-là, donc vous allez dire et vous allez constater comme moi qu'il y a un creux. Et ce creux, il y a deux manières de le combler. Soit les enseignants seront obligés, puisqu'ils agissent en fonction du temps et d'un programme donné. Au regard de ce temps, il y a un programme et des contenus. Ou bien il y a un programme et il y a un temps, il y a des objectifs.
où il y a un temps où il y a des compétences, suivant qu'on parle de telle ou telle approche. Pour que ces lacunes-là soient comblées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il presse. Donc, il va imputer une partie du temps qu'il devait donner à cette partie du programme et pour que les apprentissages soient donnés aux enfants. Et là, ça va se répercuter sur les apprentissages des enfants. Ou soit aussi, il aura à laisser une partie du programme sans l'enseigner. Et là aussi, ce sera un creux que l'enfant, il va prendre avec lui le long de son cursus scolaire. Et ça, réellement, nous en souffrons en tant que ministère de l'Éducation nationale. On souffre puisque tous nos indicateurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont des indicateurs qui ne sont pas encore arrivés à ce que nous escomptons. Et surtout les indicateurs de qualité. Ce que nous escomptons, c'est que nous soyons à des valeurs qui sont beaucoup supérieures à celles-là. Et on ne pourra jamais les atteindre tant qu'on est dans cette situation, quoi que l'on puisse faire. La deuxième chose que je veux remarquer ici est que le ministère de l'Éducation nationale, les prétextes que les parents d'élèves en ont, ce sont des prétextes qui, je crois que c'est tout simplement de la perception. La réalité est que tout a été mis à l'ordre avant le 1er octobre. Et il ne restait que les enfants. Enseignants, corps d'encadrement, infrastructures, les outils de travail tels que la craie, l'ardoisine, tout a été mis en place au bon moment. Et personne ne peut dire que dans telle ou telle place ou dans telle ou telle école, les choses ne sont pas à la hauteur de ce qui est demandé. La troisième chose, je crois que on doit aussi rester fidèle à l'ouverture de l'année scolaire, début et fin. Et c'est désengager des mauvaises habitudes qui sont en retard. Mais en tant que ministère, vous ne pensez pas qu'il reste un travail à faire parce que vous n'arrivez pas à amener les élèves le premier jour? La logistique est là, mais il ne manque pas quelque chose d'autre. Je crois que certainement il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas aussi seulement la seule tâche du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une sensibilisation qui manque. Cette sensibilisation, nous devons la faire, nous, en tant que ministère de l'Éducation nationale. Nous devons la faire, mais nous devons la faire avec les parents d'élèves. Si on n'est pas associé avec les parents d'élèves, nous seuls, nous ne pouvons pas. C'est ce que les parents d'élèves vous reprochent? Mais nous leur tendons la main. À travers votre plateau, nous tendons la main aux associations et aux bureaux des parents d'élèves. Je dirais qu'au niveau central, la fédération ne peut pas dire que le niveau central ne l'associe pas dans ses décisions. Au niveau régional, j'en sais quelque chose, puisqu'on est en synergie avec la fédération au niveau régional. Et au niveau local, c'est-à-dire au niveau des écoles et des établissements, les bureaux des parents d'élèves, il y a jamais eu je n'ai jamais, à mon niveau, par exemple, moi je parle ici au nom du ministère de l'Éducation nationale, mais quand je descends au niveau régional, je dirais que je n'ai jamais été au courant qu'un bureau de parents d'élèves au niveau d'une école n'est pas associé complètement dans la gestion de cette école. Mais il faut dire en réalité que les parents, de façon générale, croient que n'importe quel parent, il doit être associé à la vie scolaire de l'école. Or, en réalité, ce qui est associé à la vie scolaire, c'est quoi? C'est le bureau qui a été élu par les parents eux-mêmes.
Et c'est le bureau qui doit parler légalement au nom des parents d'élèves et non pas un parent d'élève isolé. Puisqu'un parent d'élève isolé... Donc, excusez-moi, vous êtes en train de monopoliser la parole. Ben, juste, il faut rassurer les parents qui prétendent que cette formation qui est le bureau ou la fédération des parents d'élèves fait ses propres affaires avec les autorités scolaires. Il faut les rassurer un peu. Nous les rassurons à travers ce plateau. Nous les rassurons qu'au niveau national, la fédération nationale est bien associée avec le ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, ils la rencontrent souvent dans un bon nombre de points. Au niveau régional, je vous rassure, moi aussi, que mon collègue qui est au niveau régional, il est bien associé avec moi au niveau régional. Et je vous rassure aussi qu'au niveau des établissements d'enseignement, les présidents des bureaux, ils sont bien associés. Et même, ce n'est pas le président à lui seul, c'est le bureau qui compte 7 personnes déjà. Le bureau, il est bien associé dans la vie et il s'implique dans la vie. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, ils ont une réelle implication dans la vie scolaire. Et une contribution qui est remarquable au niveau de l'école où ils sont. Et si une chose s'il suppose ou il croit qu'il n'y a pas une association, ou il y a un manque d'association, on est prêt à combler le vide. Merci. Monsieur Brahim, vous avez tantôt parlé des enseignants qui ont rejoint l'intérieur du pays. Quels étaient les critères d'affectation que vous avez adoptés pour les sortants aussi bien que pour les anciens? Oui, jusqu'à présent et pour cette année, les affectations ont touché surtout les sortants des aînés. Les sortants, les nouveaux. Les nouveaux sortants. Et il y en a qui ont été affectés suivant leur demande. Il y en a qui ont été affectés suivant la nécessité des services. On a à travers le pays des besoins qu'il faut satisfaire partout dans des wilayas. Chaque wilaya a bénéficié d'un petit ou grand groupe de ces environ 400 enseignants sortants cette année. C'est tout. Et ils sont satisfaits, les critères, ils ont déposé leur dossier, leur demande, et ils ont été bien traités. Et les choses se sont bien passées, avec aussi le témoignage des syndicats et des représentants de ces enseignants. Avez-vous un système de suivi pour ces enseignants-là, puisqu'ils sont nouveaux? Oui, ces enseignants, nous souhaitons auprès des DREN que les nouveaux sortants soient au début envoyés dans des écoles où il y a des enseignants plus anciens qu'eux et plus expérimentés pour leur apporter un peu de soutien au début de leur carrière. C'est des enseignants bien formés qui ont fait un cursus normal, mais tout débutant a un peu de petits problèmes au début. Ils sont envoyés. C'est une consigne donnée au DREN de les envoyer dans des structures où il y a des enseignants, des structures où il y a des enseignants là, qui sont là anciens, pour qu'ils puissent en profiter de leur expérience au début. Merci. Et il y a nos inspecteurs. Dans chaque muqata, il y a un inspecteur de circonscription. Il y a un inspecteur départemental avec des inspecteurs de circonscription qui encadrent les enseignants dans des écoles et font le contrôle et l'encadrement de proximité. Certains inspecteurs, pas tous bien sûr, et certains parents se plaignent du manque de rigueur qui fait que certaines sanctions restent lettres mortes. Que leur dites-vous? Non. Nous, on est en liaison presque quotidiennement, pour ne pas dire au moins quand même chaque semaine, on est en liaison avec les directeurs régionaux. Ils nous envoient les absences.
et le ministère, à chaque fin du mois, il suspend les enseignants absents. Il impute des jours de salaire pour ces gens qui se sont absentés 1 ou 2 jours. Et la sanction est en vigueur et la promotion l'est aussi. Les enseignants sont bien suivis là où ils sont. Si le directeur régional ou si les autorités administratives s'en rendent compte qu'il y a un enseignant qui est absent de son lieu de travail, 1 jour ou 2, il signale ça et nous, on envoie chaque mois des lettres au budget. Chaque mois, on a des suspensions de salaire. Et si j'étais... le budget, c'est... Les services financiers savent ça, qu'il y a des dizaines de millions amputés aux enseignants annuellement. Tous les mois, on a des enseignants suspendus, on a des enseignants à qui on a suspendu quelques jours de salaire. Et en plus des autres sanctions qu'ils peuvent subir. Et on n'est pas là aussi pour les sanctionner seulement. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui ont des problèmes. Et aussi, on essaie, en concertation avec les DREN, de résoudre aussi le problème des enseignants. Les parents savent que leur enfant a appris ou que son maître est venu ou non, mais nous savons que le maître, parfois, il n'est pas absent de son propre gré, il est parfois malade, parfois c'est un humain, parfois il a des problèmes. Et aussi, quand il s'avère qu'il a de ces réels problèmes aussi, nous sommes de son côté. Quand il a une justification, quand il s'avère qu'il est malade, ou qu'il est parti prendre son salaire ou régler un petit problème, il y a aussi des clauses dans la loi qui l'autorisent à faire jouir de ses droits. Oui, par rapport à la question. Oui, je crois que si certains disent que enseignants ou inspecteurs disent que telle ou telle mesure n'a pas été prise en considération, je crois que ça reste toujours du domaine du dire. On dit. Mais la réalité est que... Mais ce que je dis est vérifié parce que en préparant l'émission, j'ai fait appel à des spécialistes du domaine de l'enseignement. Ok, je prends bonne note, mais je dirais que tout simplement, quand il s'agit du principe de la sanction, il faut aussi mettre à côté la récompense. Il ne faut pas tout simplement dire que nous n'avons que... Ça, je vous laisse le soin de mettre en avant ça. Voilà, donc nous avons bien le principe de la récompense. Et comment ça se passe, le principe de la récompense? Le principe de la récompense, c'est sur plusieurs formes. Ce n'est pas tout simplement une seule façon de récompenser le corps, le personnel de l'éducation. Et vous avez, dans ce cadre, vous avez à le distinguer suivant qu'il soit du fondamental, qu'il soit du secondaire. Puisque la promotion au niveau du secondaire est beaucoup plus large que la promotion au niveau du fondamental. L'enseignant au fondamental, il n'a qu'à être enseignant ou directeur d'école. Par contre, au niveau de l'enseignement secondaire, il y a certains degrés. Surveillant général, directeur des études, chef d'établissement, coordinateur de discipline. Donc il y a une gamme de choix suivant laquelle le principe de la récompense peut se passer. Et ça peut être une promotion qui est avant son temps, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en considération le facteur temps, l'ancienneté. Mais à la place de l'ancienneté, on met en avant le bon travail, la bonne gestion, le fait que monsieur tel soit assidu, etc. Donc, il y a une promotion qui se fait au choix.
le principe de la sanction est un principe aussi qui est instauré en fonction de la faute qui a été commise par le personnel. Et en général, c'est tout simplement un précompte de son salaire en fonction de son absence non justifiée, puisque quand elle est justifiée, elle est justifiée. Personne ne peut le sanctionner pour une absence qui est justifiée. Qu'elle soit justifiée administrativement ou justifiée par un médecin, c'est-à-dire qu'il est malade. Et soit par un précompte du salaire, c'est-à-dire une retenue sur son salaire, soit aussi par le fait de ne pas lui attribuer les primes qu'il devait avoir, soit d'éloignement ou soit la prime de la CRE. Et dans ce cas, donc, la sanction, elle est fonction de la faute qui a été commise. Ceux qui se disent que la sanction ne se fait pas quand il la propose, ne se fait pas. Donc la sanction, il y a des gens qui, normalement, une autorité qui doit décider de la sanction qu'il faut. Peut-être que vous pouvez vous demander une sanction d'un précompte, mais que vous n'êtes pas au courant que monsieur tel, il a une absence qui est justifiée. Et quand ça arrive au niveau décisionnel qui est au-dessus de vous, et que cette absence elle est bien justifiée, la décision ne sera pas prise, la décision de la sanction. Et certes, il faut dire que c'est un dysfonctionnement, puisqu'en réalité, la justification, elle doit parvenir au plus bas niveau avant de parvenir au niveau le plus haut, mais ça reste du domaine du dysfonctionnement et non pas du domaine de la mauvaise entente entre les différentes parties de la hiérarchie. En 1992, le ministère avait instauré la politique de regroupement des petites écoles, ce qui était d'ailleurs extrêmement important. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement? Est-ce que cela est toujours d'actualité? Oui. Je dirais que... Oui, bravo. Bon, le ministère, toujours, c'est dans une optique de réviser les critères de la carte scolaire et de la rendre optimale et opérationnelle pour éviter le gaspillage au niveau des ressources humaines et des financements des écoles. Toujours le secteur, le ministère de l'Éducation a prôné cette politique de regroupement des écoles pour permettre aux élèves d'être dans des écoles à cycle complet, pour leur permettre de s'épanouir efficacement, qui leur permettent de redoubler, qui permet à la famille aussi de scolariser tous ses enfants. Par exemple, si on était resté à ce qui se passait avant, dans des localités où il y a une seule classe, et les enfants continuent 6 ans leurs études, et leurs petits frères ne trouvent pas là où aller. Ceci s'est avéré inefficace et l'État a planifié la construction de grandes écoles dans des villages et en concertation avec les parents d'élèves, à les rapprocher et toujours avec les autorités régionales de l'éducation et la tutelle de l'intérieur, ils établissent des concertations entre les parents et chaque année, on a de nouveaux regroupements. Et il y a encore, et subsiste un petit groupe d'écoles à classe unique qui sont vers l'ordre de 89 écoles encore à classe unique qui existent encore. Bon, nous essayons d'accompagner tous nos populations dans la mesure du possible. Mais
il s'est avéré que c'est très coûteux et que ça donne aussi que les résultats aussi attendus ne sont pas bons. Et pour cela, c'est une politique qui est toujours suivie et toujours on va petit à petit, espérant dans un avenir proche arriver à regrouper toutes les petites écoles et avoir des écoles aux normes. Inch'Allah. Monsieur le Mabout, là je peux plus vous parler de les on-dit, mais on a constaté que les contenus des programmes, d'après toujours les inspecteurs et certains parents d'élèves, sont très bons, mais il manque un peu de rigueur et de suivi. D'accord, mais avant de passer à votre question, j'aimerais bien dire que dans le cadre de regroupement que vous avez parlé, le ministère de l'Éducation nationale, chaque année, il a pour objectif de réduire les écoles à classe unique. Mais non pas les écoles à classe unique seulement, mais les écoles à classe unique et dont les effectifs ne sont pas importants. Moins de 100 élèves. Dans ce cadre, plusieurs regroupements ont été faits. Si je vous donne l'exemple de l'année 2017-2018, 200 et quelques regroupements ont été faits durant l'année scolaire 2017-2018. Et le ministère de l'Éducation nationale, dans la circulaire 025, ils ont demandé à chaque direction régionale de faire un état de lieu pour l'ouverture scolaire 2018-2019, dans lequel ils doivent répertorier l'ensemble des écoles dont les effectifs élèves est moins de 100, moins de 100 élèves, en vue bien sûr de prendre la décision de les regrouper ou de leur trouver une solution, ou la solution la plus adéquate, soit à les amener dans des sites où il y a des écoles qui sont dans les rayons de recrutement, c'est-à-dire le rayon de moins de 3 km, ou soit les amener aussi dans des lieux, mais avec des conditions aussi d'accompagnement. Quand je parle de conditions d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui seront prises à l'encontre de ces enfants, puisqu'on ne va jamais laisser des enfants mauritaniens sans étudier. Puisque nous, on est là à chercher que nous ayons un taux de scolarisation de 100% que nous avons d'ailleurs atteint. Et on est brut, un taux de scolarisation brut, et d'ailleurs on l'a dépassé. Mais ce taux de scolarisation, qui reflète en réalité beaucoup de disparités, aussi, on ne le prend pas seulement comme seul indicateur. On associe avec beaucoup d'autres indicateurs. Et on prend soin des enfants mauritaniens et de leur scolarisation. On ne veut pas qu'on les laisse tout simplement dans la rue. Il faut qu'on prenne les conditions ou les mesures d'accompagnement pour que leur scolarité soit garantie. Puisque nous souscrivons tout simplement à l'éducation pour tout ce qui a été un objectif pour nous. Et on reste toujours dans cet objectif. Mais aussi, on associe à cet objectif une éducation de qualité. Ça, c'est aussi, je crois que beaucoup de mesures ont été prises dans ce cadre. Et parmi ces mesures, dans le cadre de l'amélioration de la qualité, je crois qu'il y a l'installation d'un programme au niveau du ministère qui s'appelle SIGE, c'est-à-dire le système d'information et de gestion en matière éducative, qui d'ailleurs, la question précédente que vous avez posée, en principe de la sanction et de la récompense, qui sera responsable de la gestion de la carrière, de la formation, de tout ce qui concerne
le personnel enseignant, et c'est une nouveauté au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui est en train d'être expérimenté à l'heure où nous parlons au niveau de la wilaya de Nouakchott Ouest, et qui sera certainement généralisé sur le reste du pays dans peu de temps. Ce système, je crois que le ministère de l'Éducation nationale le cherchait depuis très longtemps. Mais ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé le moyen le plus adéquat pour le mettre en place. Puisque nous, qui avons accompagné le système éducatif, on en parlait depuis quelques années. Mais c'est aujourd'hui que sa mise en place a réellement commencé. Et par rapport au contenu, oui. Par rapport au contenu, je reviendrai sur le contenu, mais avant de revenir sur le contenu, je dirais que si les contenus n'ont pas été bien améliorés, et si le suivi et l'encadrement n'a pas été aussi amélioré avec, on n'aurait pas obtenu les résultats que nous avons obtenus 2017-2018. 2017-2018, il faut se rappeler que nos taux de réussite sur l'ensemble des examens nationaux ont été élevés et élevés avec bon nombre de points en comparaison avec 2016-2017. 2016-2017, le taux de réussite au baccalauréat n'était que de 14,71%. En 2018, 2016-2017. En 2017-2018, il était de 23,64%. Le taux de réussite au BEPC en 2016-2017, il était de 29%. En 2017-2018, il était de 33,16%. Le taux de réussite au concours en 2016-2017, il était de 56,4%. 2017-2018, il est passé à 59,53%. Mais pas ça seulement, 59,53%, avec un seuil d'admission de 90 points. Il a été relevé par rapport aux années précédentes qui n'étaient que de 85 points. C'est-à-dire qu'on faisait accéder les enfants mauritaniens qui obtenaient 85 sur 200 points en première année du secondaire. Alors que l'année passée, 2017-2018, on a rehaussé le seuil d'admission à 90 points sur 200. Vous parlez de Nouakchott? Non, c'est sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est national. Je parle au niveau national. Ça, c'est un taux qui est Il n'y a national. pas un élève admis à moins de 90% au concours. Et donc, je dirais que ce sont des indicateurs qui nous permettent de dire que s'il n'y avait pas un suivi, un encadrement qui accompagnait l'amélioration de la qualité des contenus et la réécriture des programmes ou encore leur toilettage, on n'allait pas obtenir ces résultats-là. Merci. Ça, c'est un. Deux, je dirais que il y a plus à peu près 5000 visites pédagogiques et d'encadrement qui a eu lieu sur l'ensemble du territoire mauritanien, que ce soit au niveau du fondamental ou au niveau du secondaire, ensemble. Et donc, ces visites pédagogiques, leurs fruits étaient là. Donc, c'est un accompagnement qui a eu lieu. Certainement, on ne dira pas que tout est rose au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines choses qui ont évolué dans le sens positif. Espérons que cette évolution continue. Et ça ne peut avoir lieu, je le répète encore, ça ne peut avoir lieu. Et elle n'a eu lieu qu'avec la participation de l'ensemble des partenaires de l'éducation, que ce soit parents d'élèves, enseignants, directeurs et administration centrale. Tout le monde a mis la main dans la pâte pour obtenir ces résultats et je crois que nous devrions rester unis pour que nous puissions améliorer encore et nous avons un long chemin en réalité puisque je crois que
on est, en ce qui concerne tout simplement la scolarisation, on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire aussi au niveau de notre système éducatif. Essayons de rehausser son niveau. Inch'Allah. Donc, monsieur Brahim, Oui. récemment, le ministère a fait sortir Une circulaire. une circulaire par rapport aux enseignants qui étaient dans le privé pour qu'ils reviennent. De Non. quoi s'agit-il? Bon, pas pour pour tous les enseignants et pour les écoles privées. Ces enseignants, quand c'est pour réguler les efforts du Donc, système. ils ne peuvent plus enseigner dans le privé? Non. Le professeur ou l'instituteur qui a un temps libre, qu'il soit dans un établissement ou dans une direction régionale ou dans une inspection départementale ou qu'il soit au ministère, s'il a un temps libre, quand il enseigne, il a un emploi du temps. Quand il est dans une structure administrative, il a une tâche qu'il doit accomplir. Le responsable régional de lui établit un emploi du temps et il expédie cet emploi du temps au ministère. Et déjà, il y en a qui l'ont fait en moins de 48 heures. Ils ont eu l'autorisation d'aller enseigner le temps, l'excédent qu'ils ont. Et l'excédent, je dis bien, ils n'ont pas à faire tout leur temps au privé, ils ont un temps au public. Et le temps qui leur reste, nous, on s'en fout. Là où ils veulent l'utiliser, ils sont libres de l'utiliser, mais avec autorisation bien déterminée. Et ceux qui sont dans l'administration centrale aussi, s'ils ont du temps libre, le directeur responsable qui est responsable, qui les coiffe, il leur établit aussi une autorisation que le secrétaire général donne par la suite autorisation d'aller enseigner. Voilà qui est clair. Et c'est tout. Et il n'y a pas de problème pour ça. Et les écoles privées, il y en a qui ont toujours continué à collaborer. Et pour le reste, elles ont été tous avertis. Et le ministère va aussi entreprendre des mesures pour contrôler ça. Et c'est seulement dans la mesure pour coordonner et organiser la prestation de tout un chacun. Je me signale qu'on me reste beaucoup de temps, mais oui, si vous avez quelque chose à ajouter rapidement. C'est juste pour un éclairage. Un petit éclairage, puisque malheureusement, c'est avec moi. 30 autorisations signées par la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, juste pour des enseignants et des professeurs qui voulaient exercer dans le privé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à entraver ou à pénaliser les enseignants. C'est pour la rigueur qui s'instaure au niveau tout simplement du ministère de l'Éducation nationale. Puisque le ministère de l'Éducation nationale, il a la tâche de suivre aussi bien le public que le privé. Mais les enseignants du public, ils ont pour première mission le travail au public. Maintenant, s'il leur reste du temps, ils peuvent bien l'utiliser là où ils le veulent. Mais que ce soit, s'ils vont l'utiliser dans le privé, il faut qu'il soit légalisé. Et la manière dont il doit être légalisé, c'est ce que vient de vous dire le directeur. C'est la façon, et ce sera fait au moment où ils le veulent. D'ailleurs, une fois qu'ils déposent pour obtenir l'autorisation, il peut bien aller enseigner. L'essentiel que son temps dans le privé ne se chevauche pas avec son temps dans le public. C'est tout simplement le cadre de suivi, de rigueur qu'instaure le ministère de l'Éducation nationale dans la gestion des ressources humaines. Maintenant, par rapport au livre, est-ce que le prix a été unifié ou chacun a le droit de... Oui, le prix est unique. Le prix est unique. Le prix est unique. Il y a un prix pour le fondamental, je crois, et un prix pour le secondaire. Et je crois qu'il varie de 200 à 400 ouïes.
Mais les revendeurs, Non, qui le revend? Non. Seul autorisé à vendre les livres, les IPN, les postes ouverts, les kiosques de l'IPN. Ceux qui vendent au marché les livres ne sont pas autorisés à les vendre, à les revendre, à utiliser. Je vous apporte voilà, c'est clair. Je vous apporte un petit éclaircissement là-dessus. Les livres et son monopole, c'est l'IPN. C'est le monopole du ministère. Le manuel scolaire, c'est le monopole du ministère de l'Éducation nationale. Et il est passé par plusieurs stades. D'abord, ça a été la distribution gratuite. Ensuite, les années 90, ça a été la vente avec des prix symboliques. Ensuite, vient les années 2000, 2007, ça a été la distribution gratuite. Et après, en 2016, ça a été aussi la vente à des prix symboliques. Et tout ça se faisait par l'Institut pédagogique national. Et ce sont des stades. À chaque fin de stade, on fait une évaluation. Pendant les périodes où le manuel se distribuait gratuitement, on venait dans les écoles et on ne trouve pas le manuel scolaire. Puisque les parents d'élèves, une fois, le manuel, il a une durée de vie. Et c'est tellement coûteux et c'est cher. L'État s'est investi pour que le manuel scolaire soit entre les mains de l'enfant. Une fois mis entre ses mains, l'enfant et les parents ne font pas du manuel scolaire une affaire qui est réellement outil dont on doit s'en servir et remettre à l'école. On l'utilise pendant l'année scolaire, mais en fin d'année, il disparaît. À ce moment-là, donc, l'Institut pédagogique, il est obligé de rééditer encore. Et là, c'est vraiment très cher. Donc, la décision est arrivée en 2016. Le prix symbolique, vente dans les kiosques. Mais on ne peut jamais dire que quand vous le trouvez sur le marché noir, c'est un livre qui a été volé. Ce n'est pas un livre qui a été vendu légalement, c'est un livre qui a été volé. Ou bien c'est un livre qu'un enfant avait acheté et il l'a revendu. D'ailleurs, l'Institut pédagogique, je crois qu'il a instauré une certaine récompense aux enfants qui remettent leur manuel scolaire en fin d'année. Il est là à leur reprendre cela, puisqu'ils ont dépassé ce niveau, et leur donner des manuels scolaires à sa place pour le niveau qu'ils ont atteint. Merci, il me reste 2 minutes pour un dernier mot à l'endroit des parents d'élèves, de toute la famille scolaire, surtout aux élèves. Nous leur souhaitons bonne chance. Et nous vous remercions de nous avoir invités pour parler des mesures prises. L'État mauritanien, l'éducation en Mauritanie est gratuite et obligatoire. L'État mauritanien oblige les parents à envoyer leurs parents à l'école. Et il ouvre des écoles en cas de besoin pour tous les élèves mauritaniens sans distinction. Et nous demandons aux parents de jouir de cette donne que l'État procure. Et nous les demandons et nous les invitons à nouveau à faire de telle sorte que l'année scolaire démarre dans de bonnes conditions et amener leurs enfants à l'école et les suivre aussi, et les suivre en étroite collaboration avec les directeurs et les administrations scolaires. Que tout, si l'école réussit, on aura tout à notre disposition. Et c'est ce que nous estimons, ce que nous demandons, et nous leur garantissons que nous resterons
à leur côté et à leur service. Je vous remercie. Merci. Moi, je ne serai terminé qu'avant de souhaiter bonne chance et bonne année scolaire à nos enfants mauritaniens. Et leur dire que le ministère de l'Éducation nationale a ouvert une chance cette année, qui peut-être ne faut pas se répéter les années à venir. La chance qui a été ouverte, c'est que les inscriptions ont commencé le 24 septembre, ils se sont terminés le 5 octobre, sur demande de la Fédération nationale de l'Association des parents d'élèves et des bureaux, avec ses sous-bureaux et régionaux, avec ses bureaux régionaux et ses sous-bureaux locaux des écoles. Chacun, de sa part, a demandé qu'une prolongation soit faite jusqu'au 21 octobre. Le ministère de l'Éducation nationale a répondu favorablement à la demande, mais a répondu favorablement à la demande jusqu'au 17 octobre, le 17 inclus. Mais le 18 octobre, si un élève se pointe au niveau d'un établissement d'enseignement public, il doit savoir qu'il n'a plus de place au niveau et il n'a plus d'excuses aussi, puisque chacun maintenant aujourd'hui est bien sensibilisé sur le jour où l'inscription s'arrête. Et s'il n'a pas été déjà sensibilisé, c'est l'occasion pour lui dans cette émission qu'il soit à l'écoute et qu'il soit prêt pour le 17 octobre 2018, dernier jour d'acceptation, d'inscription d'enfants mauritaniens à l'école publique. Je leur souhaite bonne chance et je vous souhaite vous aussi bonne chance et bonne réussite dans vos travaux. Merci. Et je sais que vous nous avez accordé bien sûr une chance pour que nous explicitons beaucoup de choses. Inch'Allah, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui restent, qui n'ont pas été dites. Et on va essayer de vous donner une seconde chance. Comme ça, on va, Inch'Allah, passer. Moi aussi, je souhaite à tous les élèves mauritaniens bonne chance. Et je vous remercie d'avoir accepté de passer ici pour nous expliquer un peu. Je rappelle que j'étais avec M. Mrabat Mohamedou, qui est draine au niveau de Nouakchott Nord, et M. Brahim Ahmed Salim Oudeika, qui est directeur adjoint de l'enseignement fondamental. Merci de nous avoir accordé cette émission. Je remercie également l'équipe technique, Tahman Boud qui était au nodal. Je remercie Mintou bin Mohamed Khouna, script, son Touradul Habib, cadreur Abdurrahman Naji et Mohamed Mbouj, et à la réalisation Mustafa Mohamed. C'est la fin de l'émission. Au revoir.